Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction Mondial 2030. C'est le sujet de ce soir. Un rendez-vous attendu dans 6 ans, mais les préparatifs, c'est pour tout de suite. La Coupe du Monde 2030, une édition centenaire qui se déroule dans 3 continents et qui sera co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Stade, site d'entraînement, hébergement, mobilité, connectivité et développement durable. Les réunions se multiplient ces dernières semaines pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs dans les villes de Rabat, Casablanca, Agadir, Fès ou encore Tanger, puis Marrakech. Que ressort-il de ces réunions ? Quel est l'état d'avancement au niveau des préparatifs et quelles sont les priorités pour réussir cette édition? On en parle ce soir avec Abdelbaffat Hajoui. Vous êtes professeur et chercheur en management du sport. Bonsoir. Bonsoir Madame Maliem et ravi d'être parmi vous. Et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc, je le disais à l'instant, plusieurs réunions qui se sont déroulées ces dernières semaines pour faire le point justement sur les préparatifs de cet événement quand même colossal à l'ampleur internationale, le Mondial 2030. D'abord la CAN 2025 qui vient et ensuite ce sera le Mondial 2030. Quel est aujourd'hui l'état d'avancement? On va faire le point avec vous. Du coup, où en est-on par rapport aux préparatifs? Exactement. Il y avait certaines réunions qui ont été faite par M. Abdelwafil Ftit, le ministre de l'Intérieur, avec le président de la Fédération royale marocaine de football, avec les responsables et les institutionnels de certaines villes qui vont abriter la Coupe du Monde 2030 et la Coupe d'Afrique en 2025. Donc, à savoir les villes de Rabat, Casablanca, Agadir et Fès. Et bien sûr, il y aurait d'autres réunions qui vont avoir avec les autres villes qui vont abriter les 2 compétitions majeures. Donc, je reviens un petit peu sur les réunions. Donc, ça a apporté un petit peu sur l'état d'avancement des chantiers qui concernent tout ce qui est infrastructure de base, tout ce qui est installation, tout ce qui est équipement et terrain aussi d'entraînement, les stades qui sont en phase de modernisation, et aussi d'autres volets, à savoir la connectivité des villes, le développement durable, la mobilité aussi et l'hébergement. Donc, Monsieur le ministre, avec le président de la Fédération royale marocaine de football, ils ont essayé bien sûr d'engager au maximum les parties prenantes, bien sûr, de cet événement, parce que la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement l'affaire de la fédération et des institutionnels, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, toutes les parties prenantes doivent travailler en synergie pour réussir, bien sûr, ce challenge. Ce challenge qui consiste, bien sûr, de travailler dans le cadre, bien sûr, de la bonne gouvernance, mais aussi en mettant en place des mécanismes de suivi et de contrôle pour, bien sûr, réaliser ces chantiers dans les délais escomptés. Et qu'est-ce qui ressort de ces dernières réunions, justement ? En fait, ces dernières réunions, il y avait beaucoup plus des présentations sur l'état d'avancement, c'est-à-dire où on est par rapport les deadlines qui ont été fixées par, bien sûr, l'État marocain par rapport aux mairies et par rapport aux responsables des villes qui vont abriter, bien sûr, la Coupe du Monde, et aussi pour voir quels sont les problèmes qui sont rencontrés. Est-ce qu'on est à niveau pour le moment par rapport aux objectifs fixés? D'après la FIFA, le Maroc, d'après la FIFA, et la dernière, on peut dire, le dernier communiqué de la FIFA, donc le Maroc, il est en avance par rapport à d'autres pays partenaires, à savoir les pays ibériques et surtout l'Espagne. On sait que l'Espagne, bien sûr, elle est en termes d'infrastructure, surtout en termes de stades. Si on prend par exemple le stade Bernabéu, le stade Nou Camp, le nouveau Mestalla, etc., c'est des stades ultra-modernes et c'est des stades qui sont, soi-disant, qui sont prêts pour, c'est vrai, Nou Camp, il est en phase de modernisation, mais les stades, en gros, ils sont déjà là pour abriter, on peut dire, la compétition mondiale. Mais le Maroc, en termes de préparation dans les autres volets, il dépasse, bien sûr, d'après les responsables de la FIFA, il dépasse, bien sûr, les préparatifs du pays ibérique. Donc, on va à bon train pour le moment. Oui. On est bien. Oui. Et par rapport aux priorités, quelles sont les priorités aujourd'hui? La priorité, il reste, bien sûr, la question de rentabilisation. Parce que le Maroc, il va mettre un argent, soi-disant, un investissement colossal, un argent fou,
pour, bien sûr, on parle de 5 milliards de dollars à 6 milliards de dollars pour abriter la Coupe du Monde 2030. Et la grande question qui se pose, comment peut-on rentabiliser ce gros investissement? Parce que si on revient un petit peu sur l'histoire du Brésil, lorsqu'il a abrité deux compétitions majeures consécutives, à savoir la Coupe du Monde et il y avait les Jeux Olympiques en 2016 de Rio, il y avait bien sûr des émeutes de la part des Brésiliens qui ont révolté contre l'organisation de compétitions successives. Et bien sûr, ils ont dit pourquoi on va mettre un argent fou dans la construction des stades qui vont rester déserts après, bien sûr, la Coupe du Monde et après les Jeux Olympiques. Et cet argent, il fallait la mettre dans des secteurs prioritaires, surtout les secteurs sociaux. Donc le Maroc, il a un défi maintenant, c'est comment rendre ces installations, comment rendre ces terrains dynamiques et amortir avec le temps ces infrastructures. Oui. Et comment, selon vous, on pourrait faire ça? C'est-à-dire que les stades, ils doivent être dynamiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On ne doit pas seulement se focaliser sur le match day pour rentabiliser le stade, c'est-à-dire la billetterie. Il y a d'autres volets, à savoir le sponsoring, à savoir le naming, à savoir le merchandising sportif, à savoir la restauration, l'hôtellerie aussi. Donc si on essaie bien sûr de s'inspirer du modèle anglo-saxon et du modèle européen, donc les stades, ils sont dynamiques tout le temps. On n'attend pas le jour du match du club hôte pour rentabiliser le stade. Le stade, il y a toujours une dynamique économique à travers, bien sûr, la vente des produits dérivés, à travers la restauration, à travers l'hôtellerie aussi. Le tourisme aussi. Oui, le tourisme, exactement. Donc, si on prend par exemple le cas du Real Madrid et du Barça au niveau de l'Espagne, ce sont deux grands clubs, même dans la période estivale où il y a un arrêt, bien sûr, de compétition, il y a bien sûr un stade qu'on peut visiter. On peut visiter le musée et donc ça crée une certaine dynamique économique. C'est-à-dire on essaie de rentabiliser bien sûr cette enceinte ou bien cette installation sportive tout le temps. Quand vous dites aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par rapport aux joueurs, en tout cas aux sportifs, est-ce que ça peut être ouvert à tous les sportifs, pas forcément ceux qui sont déjà dans le monde professionnel ou à un stade très avancé au niveau des entraînements? Mettre à disposition ces stades, par exemple? Peut-être mettre des équipements, on peut dire Si on prend par exemple le grand stade qui aura lieu ici au Maroc, c'est possible. Oui, on va mettre des équipements parallèles qui vont drainer de l'argent. Il y aurait un zoo, il y aurait une piscine olympique, il y aurait un grand hôtel. Et donc tout ça, c'est pour créer cette dynamique. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est bien sûr créer des activités parallèles qui vont bien sûr drainer de l'argent. Et ça, c'est très important. Donc le Maroc, il ne veut pas refaire la même erreur qui a été, bien sûr, faite par le Brésil et par aussi l'Afrique du Sud. Donc les stades se sont restés pratiquement déserts après la Coupe du Monde. Et donc le Maroc, il essaye bien sûr de réfléchir dès maintenant sur le comment rentabiliser. Et la preuve, c'est la modernisation des stades. Si vous voyez un petit peu la configuration des nouveaux stades, ça prend en considération, bien sûr, ce volet de rentabilisation. C'est-à-dire on essaie de mettre en place des choses parallèles qui peuvent drainer de l'argent. Ça, c'est très important. Et puis, au niveau du développement durable également? Du développement durable, cette question a été posée depuis, on peut dire, l'édition de la Coupe du Monde 2018. Parce que dès l'édition qui a été abritée par la Russie, on a commencé à réfléchir à des technologies qui permettent de réaliser des économies en termes d'énergie, en termes d'éclairage, en termes aussi de l'économie d'eau, des technologies qui permettent d'économiser l'eau réservée par exemple à l'arrosage du gazon, l'arrosage des pelouses. Idem pour l'édition du Qatar 2022. Donc, il y avait l'utilisation des moyens de transport électriques. Il y avait aussi la question de la minimisation des émissions en CO2. C'était, soi-disant, le slogan de l'édition 2022. Donc, juste pour aussi sensibiliser la population mondiale sur cette question très importante de la minimisation des émissions en CO2. Et on sait que la FIFA, il est très minutieuse par rapport à la question de développement durable. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement une compétition qui se joue, des matchs qui se jouent, un gagnant, un perdant, non.
c'est aussi une occasion pour sensibiliser les gens dans les 4 coins du monde sur la question, bien sûr, écologique. Et ça, c'est très important. Et là, je reviens sur le Qatar. Si vous prenez par exemple le stade 974, le nom 974, c'est l'indicatif du pays du Qatar, c'est aussi le nombre de conteneurs qui ont été, bien sûr, utilisés dans la construction du stade 974, juste pour montrer que c'est un stade, bien sûr, qui a utilisé des conteneurs recyclables, parce que juste après, même avant la fin de la Coupe du Monde, on a démantelé, bien sûr, le stade pour le recycler et pour utiliser ces conteneurs dans d'autres secteurs d'activité. Des stades qui sont donc aujourd'hui rénovés ou construits en prenant en considération ce point essentiel qui est le respect de l'environnement et l'utilisation de technologies donc appropriées pour éviter le gaspillage. Mais il n'y a pas que les stades, il y a aussi le défi de la connectivité pour interconnecter justement les villes et les stades entre eux en termes d'investissement. Pour rester sur les chiffres, comment ça se passe? Quels sont les besoins par rapport à cela? Oui, je crois que le Maroc a fait des efforts louables si on prend en considération la LGV, la ligne grande vitesse, donc, qui va arriver à Agadir. Et il y a aussi le projet aussi l'expansion de certaines, on peut dire, de certains aéroports, donc pour soi-disant renforcer les capacités d'accueil des aéroports marocains. Il y a aussi les autoroutes, donc il y a beaucoup, on peut dire, de chantiers dessus. C'est pour avoir une certaine fluidité en termes de mobilité et en termes de connectivité entre les villes. Je crois que le Maroc, par rapport à cette question, il fait on peut dire, des efforts très, très importants dessus pour rendre les villes marocaines, surtout les villes qui vont abriter la Coupe du Monde, beaucoup plus, exactement, beaucoup plus connectées et fluidifier la mobilité entre ces villes. Connectivité, mobilité, il y a aussi l'hébergement, vous l'avez dit, lors de ces stades, d'ailleurs l'un des plus grands stades au monde qui devrait être construit à Ben Slimane. On s'attend à un public qui est assez important. Donc cette question de l'hébergement, on va en parler avec vous. Au niveau de, justement, en termes d'échelle de spectateurs, on s'attend à peu près à combien de personnes? Et est-ce qu'on est prêt à recevoir autant de monde? Oui, un stade qui va abriter 115, c'est un record, c'est pratiquement le plus grand, 115 000 spectateurs, c'est le plus grand stade du monde. Et bien sûr, le Maroc, il ne va pas construire un stade juste pour dire au monde, voilà, on a le plus grand stade. Bien sûr, ils vont prendre en considération les capacités d'hébergement des villes qui entourent, bien sûr, ce stade. On sait que le stade il va être, bien sûr, situé au niveau de la zone de Bsabès à Ben Slimane. Mais qui dit Ben Slimane, c'est Mansouria, Mohamedia et Casablanca, surtout Casablanca. Et on sait que Casablanca, c'est bien sûr une grande ville qui a une capacité hôtelière très importante. Maintenant, la question est, on fait le lien avec la question qu'on a abordée tout à l'heure, la connectivité et la mobilité. Donc, quand on parle, voilà, quand on parle de la ligne LGV et on parle aussi du renforcement des capacités en termes des aéroports et en termes aussi des autoroutes, c'est pour rendre bien sûr ces stades et bien sûr ces villes hyper connectées bien sûr à d'autres villes qui peuvent bien sûr accueillir ce monde. Parce que 115 000 spectateurs, ça veut dire qu'il faut prévoir des hôtels, il faut prévoir aussi des installations qui vont héberger ces gens qui vont venir pour assister au match. On sait que Rabat, c'est à peu près 30 minutes au niveau si on prend la distance entre la ville de Ben Slimane et Rabat au niveau de l'autoroute. Casablanca ou bien l'aéroport Mohamed V, c'est à peu près 40 ou bien 30 minutes. Je crois que c'est pas loin. Donc on va essayer aussi de miser sur les villes soi-disant avoisinantes. Voilà. Comment gérer justement ce flux entre stade et spectateurs? Ça nous renvoie sur une question très importante, c'est la question de conditions d'accès. C'est parmi les défis majeurs. Sécurisation aussi du périmètre exactement. dans lequel vont se jouer les compétitions. Oui, c'est parmi les grands défis confrontés bien sûr aux responsables et
organisateurs marocains, parce que au niveau des compétitions qui sont organisées au niveau local, au niveau national, donc il y avait beaucoup de problèmes. Et la preuve, c'est que au niveau des stades marocains, il y avait des actes de violence, il y avait des problèmes dans certains matchs, surtout des matchs de championnat marocain. Et donc, quand on parle de la Coupe du Monde, donc tous les projecteurs du monde sont braqués sur le Maroc. Donc le Maroc, il doit améliorer ses conditions d'accès. Et quand on dit les conditions d'accès, c'est la fluidité, bien sûr, en termes d'accès. C'est aussi, même au niveau des stades, donc il faut respecter, bien sûr, la numérotation des sièges, le délai entre, bien sûr, soi-disant, entre l'accès au stade et, bien sûr, le moyen de transport qui a été emprunté par le spectateur, que ce soit un TGV ou bien une ligne de grande vitesse ou bien un aéroport ou bien une voiture, il faut minimiser au maximum. Parce qu'ici au Maroc, on sait qu'un match, par exemple, de derby entre le Raja et le Wydad, il faut aller 2 heures avant le coup d'envoi. Mais, optimiser donc le temps, exactement. l'espace. Pour des compétitions majeures comme la Coupe du Monde, vous aurez bien sûr des gens qui vont venir des 4 coins du monde. Il faut minimiser au maximum, bien sûr, ce temps d'accès au stade. Qu'est-ce qui est fait justement aujourd'hui pour éviter également les débordements, chose qui peut arriver dans tous les matchs, quel que soit tout public confondu, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Ça reste des risques quand on a un public qui est assez important. Et vous parlez de 150 000 potentiels spectateurs. Que faire pour éviter 115 000. Pardon, 115 000. Lapsus, oui. Mais peut-être un autre stade plus tard qui ira bien au-delà de ce chiffre, pourquoi pas. Oui. On pourrait ambitionner pour ce genre de choses. Donc, quel serait le moyen de limiter les débordements ? Pour éviter les débordements, c'est surtout la fluidité d'accès. La fluidité d'accès. On sait qu'au niveau des stades marocains, il y avait des débordements, il y avait des actes de violence, mais en contrepartie, le Maroc, il a montré aussi des capacités organisationnelles incroyables au niveau de la Coupe du Monde des clubs, au niveau de la Coupe d'Afrique des U23 qu'on a gagné ici à Rabat. Et donc le Maroc aussi, au niveau des soi-disant des compétitions majeures, le Maroc, il a toujours montré comme quoi c'est un pays qui a su, bien sûr, réussir ces événements. C'est vrai, il y a des problèmes au niveau du championnat marocain, il y a des problèmes au niveau des compétitions soi-disant nationales. Et à l'instar du monde entier, ce sont des problèmes qu'on rencontre ailleurs également dans les compétitions. Si on prend la dernière finale de la Copa América entre la Colombie et l'Argentine, il y avait beaucoup de débordements. Il y avait même des gens sans billets qui ont pu accéder au stade. Quand on a un public qui est important, les risques sont toujours présents. Donc aujourd'hui, les dispositifs, en tout cas, sont là et mis en place pour pouvoir éviter tout dérapage, on va dire. Et pour bien sécuriser le périmètre, il nous reste encore quelques minutes avant de finir. On va parler de l'aspect économique pour terminer, mais avant cela, on va parler de cette jeunesse marocaine aujourd'hui. Quand on organise le Mondial 2030, la CAN 2025, est-ce qu'on est en train de miser aussi sur cette jeunesse marocaine et les futurs sportifs de demain, peut-être ? Oui, bien sûr. Le fait d'abriter des événements majeurs comme la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, c'est pour inspirer aussi la jeunesse marocaine. On sait que la pyramide des âges marocaine, c'est une pyramide qui est dominée par les jeunes. Plus de 50%, bien sûr, c'est des jeunes. Et donc, le Maroc, il essaie de miser, de tabler sur le sport d'une façon générale pour inculquer les valeurs du sport à cette jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'on veut de notre jeunesse et quelle jeunesse on veut avoir dans l'avenir? Donc, cette jeunesse, c'est pour investir dans l'éducation, parce que le sport, c'est des valeurs aussi éducationnelles, donc qu'on peut inculquer aux citoyens. Et donc, pour avoir de bons citoyens, donc, il faut leur inculquer des valeurs très sollicitées, pas sollicitées seulement par les responsables institutionnels, par les États, par la société civile, mais par tout le monde, par la famille, par l'école et par tout le monde. C'est des valeurs telles que l'esprit du challenge, le respect, l'acceptation de l'autre, la tolérance. Ce sont des valeurs qui sont très, très sollicitées et il n'y a pas mieux que le sport. On travaille en équipe aussi. Exactement. Donc ça permet bien sûr de favoriser
l'inculcation, le fait d'inculquer, bien sûr, ces valeurs à la jeunesse marocaine. Les valeurs du sport et puis avec les exploits des Lions de l'Atlas, il y a une ambition importante aujourd'hui, un public qui est là et des jeunes qui rêvent de devenir des champions et d'un jour arriver à gagner la Coupe du Monde. Exactement. Avec toutes ces infrastructures aujourd'hui mises en place, en tout cas à la disposition de ces jeunes, on peut s'attendre à éventuellement un développement accéléré peut-être de ce secteur. La preuve, c'est que l'épopée de l'équipe nationale au niveau de la dernière Coupe du Monde en 2022 à Qatar, donc ça a beaucoup inspiré la jeunesse marocaine. Et la preuve, c'est que toutes les familles marocaines, ils ont essayé d'inscrire leurs enfants dans des académies et dans des centres de formation. Et certains parents, ils vous disent que j'ai essayé de solliciter une académie ou bien un centre de formation, et il n'y a plus de place. Donc juste pour vous dire que ces stars qu'on a, les Hakimi, les Mezraoui, les Ziyech, les Sabiri, etc., les grands joueurs de l'équipe nationale, ils sont là pour gagner des matchs et aussi pour inspirer une jeunesse. Et donc ces jeunes Marocains, ils se voient, ils s'identifient dans ces stars, et donc pourquoi pas devenir aussi des stars dans l'avenir. On arrive au terme de cet entretien, mais avant de finir, parlons des retombées économiques attendues et puis de tout le potentiel économique qu'offre ce mondial 2030, notamment en termes de partenariat entre les entreprises marocaines, espagnoles et portugaises. Oui, c'est une grande opportunité pour les entreprises marocaines, dans la mesure où il y avait beaucoup on peut dire, d'échanges et de conventions de collaboration entre les entreprises et les confédérations aussi des entreprises marocaines et les entreprises ibériques, à savoir portugaises et aussi espagnoles, pour voir les pistes de collaboration. On sait que c'est pour la première fois une Coupe du Monde qui va être abritée par 2 continents. Donc, il y aurait le Portugal et l'Espagne de l'Europe. Et 3 continents. Oui, c'est pour aussi célébrer le centenaire. Donc, il y aurait le Chili, il y aurait aussi l'Uruguay, etc. Mais je parle bien sûr du partenariat ibéro-marocain. Donc, c'est une occasion pour les entreprises marocaines pour chercher, bien sûr, des opportunités de développement et aussi entre les 2 pays, entre le Maroc, l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Donc, il y aurait des accords dans tous les, soi-disant, dans tous les domaines, à savoir le domaine économique, le domaine touristique, le domaine culturel, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement les compétitions et les matchs, c'est aussi un échange entre les civilisations, un échange entre les pays et un échange entre le Médine Morocco, les Médines, bien sûr, ibériques. Et donc, ça serait une passerelle, un tremplin entre les 2 civilisations et entre les deux continents. Merci à vous. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Abdelbassat El Hajjoui. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en management du sport. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Merci à vous et merci encore une fois. C'était toujours un plaisir d'être parmi vous ici à Ramidia. Un plaisir partagé. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité.